à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo de la chaîne Med Reconversion. C'est un format du coup témoignage de soignants reconvertis et aujourd'hui je reçois Laurence Rua. Je suis vraiment ravie de recevoir, hein. Merci d'avoir accepté de témoigner pour Med Reconversion. Donc Laurence, c'est une ancienne sage-femme qui est aujourd'hui reconvertie comme formatrice et praticienne en sophrologie, psychopraticienne, hypnothérapeute, web rédactrice et community manager. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté de partager ton expérience de la reconversion avec nous. On va peut-être commencer. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, te présenter et nous parler de ton parcours initial en tant que sage-femme, Laurence? Oui, d'abord merci de l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir partager comme ça les expériences. Donc moi, j'ai 42 ans, j'habite actuellement dans la Drôme provençale. Effectivement, je suis sage-femme à la base, donc à la sortie de mon bac, j'ai fait une prépa sage-femme et je suis passée sur concours à l'époque. Je suis maman de 4 enfants. Et donc, j'ai travaillé en tant que sage-femme pendant 10 ans dans une grande maternité, donc niveau 3, toute pathologie mère-enfant à Marseille, avant de choisir de prendre un virage en 2015, Ok. où eh bien maintenant je fais les diverses activités que tu as dit. Ouais, je crois qu'on en parlera plus tard, mais le pourquoi il y a autant d'outils en pratique en ce moment. Ok. Et ton parcours, enfin le choix initial d'être sage-femme, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis petite. Est-ce que tu te rappelles comment tu as choisi cette vocation? Enfin, cette... Non, non, Ok. effectivement. Alors, j'ai toujours aimé les enfants. Mhm. Et mon choix initial, c'était plutôt de faire puéricultrice pour travailler vraiment auprès des enfants. Et je m'étais dit, ben, j'ai deux voies, infirmière ou sage-femme. En creusant, sage-femme m'a plus intéressée. Finalement, en étant dans ce métier-là, ben, j'ai eu envie de poursuivre sur cette voie-là et de rester plus côté maman, même si on s'occupe effectivement des enfants aussi, mais voilà, privilégier cet espace-là. Ok. Quelles sont pour toi les raisons qui ont fait que à ce moment-là, en 2015, si je me rappelle bien, tu as Ouais. souhaité évoluer professionnellement, changer de voie? Ça s'est fait selon deux aspects en fait. Alors il y avait le côté professionnel Ouais. parce que dans la durée, le travail en garde avec le rythme soutenu pendant les gardes, avec le travail de nuit, et puis petit à petit, un petit peu les difficultés qu'on rencontre tous en tant que soignants au sein des structures avec le fait de courir après le temps, le manque de moyens, le manque de personnel. Et finalement, j'étais arrivée à un moment où quand je rentrais chez moi, j'avais la sensation de ne pas avoir fait ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire l'accompagnement des femmes en tant que telles, et d'avoir un peu paré à l'urgence et fait beaucoup d'administratif. Et l'autre aspect, c'est plus personnel, c'est que j'avais une endométriose assez invalidante, que j'ai Mhm. eu des difficultés pour avoir mes enfants, donc j'ai emprunté le parcours des fécondations in vitro pour les trois premiers. La dernière, ça a été la petite surprise. Et tout ça, ça a amené à plusieurs prises de conscience. Et puis, j'avais vraiment besoin de pouvoir prendre le temps avec mes enfants. Je me suis posé la question de quelle vie j'avais envie de mettre en place. Et c'est vrai que ça rentrait pas tout à fait en accord avec le rythme de travail que j'avais Mhm. jusque-là. Donc, l'un et l'autre associés ont amené à cette décision-là. Ok. Et comment t'en es arrivé justement à toutes ces casquettes? Comment tu as trouvé ta nouvelle voie? Euh, j'ai commencé par chercher en fait ce que je voulais plus. C'est ce Mhm. que je savais en fait. La seule chose que je savais, c'est de quoi j'avais besoin de me séparer. Ok. Et clairement, c'était le côté pour moi de la pression médicale. C'est ce stress de faire une erreur, de pas être à la hauteur, de pas réussir à sauver une femme, un enfant. Ça Mhm. devenait trop compliqué à gérer et je voulais pas retourner là-dedans. Par contre, je savais que j'avais envie de continuer à accompagner les gens, mais du coup de Ok. manière différente. Ok. J'avais découvert un peu la sophrologie en cours de préparation
avec des sages-femmes. Et en fait, j'ai commencé d'abord à me former à la parentalité, donc tout ce qui était portage en écharpe, massage bébé, toutes ces choses-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait évoluer ça vers la sophrologie et après la découverte de tout le reste. Ok. Ouais, donc au départ, c'était plutôt vers la sophrologie et après, par effet boule de neige, les autres casquettes se sont rajoutées. C'est ça, Ok. exactement. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'étais fait accompagner pour trouver ta nouvelle voie ou est-ce que tu as fait tout ce cheminement par toi-même? Alors, je me suis faite accompagner, oui et non. En fait, mon conjoint avait pris cette voie-là déjà quelques années auparavant de changement. Et du coup, bah, il m'a un petit peu guidée. Par contre, non, je suis partie du jour au lendemain, un peu sur un Hmm. coup de tête, sur une garde difficile. Donc, derrière, ça a été le besoin de rebondir et de construire au fur et à mesure. Voilà. Si c'était à refaire, je ferais différemment. J'imagine, mais après, c'est l'urgence qui a fait que c'était le moment pour toi. Et C'est ça. comment ça s'est passé justement, tu l'as un petit peu dit, hein, t'es parti un peu du jour au lendemain, mais comment ça s'est passé ton départ de ton poste? En fait, ça faisait un moment que j'avais l'idée en tête, mais que j'osais pas passer le cap parce que bah, c'est quand même c'est un côté confortable d'être salarié de la fonction publique. J'avais à ce moment-là des enfants, donc aussi des responsabilités. Et j'avais l'impression que je pouvais tenir encore. Et en fait, sur une garde qui a été un peu plus compliquée, je me suis mis à l'ordinateur, j'ai tapé ma lettre de mise en disponibilité. Je suis Ok. partie plus vite que ce que je pensais parce que, en fait, en utilisant le compte épargne-temps, les congés, toutes ces choses-là, ben, un mois après, quasiment, c'était bouclé. Mais j'ai toujours pensé que j'étais partie avant d'être en burn-out. Et en fait, a posteriori, je me rends compte que j'étais peut-être déjà pas mal Hmm. avancée dedans parce que je prenais un dossier et j'arrivais dans le bloc d'accouchement de la patiente. Je savais plus pourquoi elle était là. Enfin, ça devenait compliqué. Ok. Oui, donc tu pars un mois après, finalement, fait partie de ton job. Et à ce moment-là, ça a été, tu ne savais pas que tu allais t'orienter dans la sophrologie ou déjà tu le savais. J'avais une idée, mais ça me semblait Ouais. tellement, bah, pas de formation, enfin, j'avais rien, ça me semblait inatteignable, quoi. Ok. Et comment ton entourage a réagi quand tu as pris cette décision? Alors, ma famille, mon mari, mes enfants, bon, les enfants étaient petits, mais mon mari, ça a été un grand soutien et voilà, il était complètement OK pour ce choix-là. On en avait déjà discuté plusieurs fois. Le reste de ma famille, ben, ils m'ont soutenu. Ils ont été surpris quand même parce que Hmm. voilà, ça a été beaucoup des années d'études difficiles, des investissements en temps, en énergie, en argent, parce que j'avais aussi fait une prépa qui a coûté pas mal d'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu l'interrogation et les gens se demandent comment on peut en arriver à quitter un poste qui semble Hmm. aussi sécure, on va dire. Mais bon, ils ont quand même été tous présents et finalement, tout le monde a compris et tout le monde voit à quel point je me sens mieux en ayant fait ces changements-là. Même si Ok. c'est un métier que j'adorais, sage-femme, hein, Hmm. Ouais, oui, oui, tu as été soutenu parce que les gens ont compris en tout cas ce qui t'avait amené à faire ça, à prendre cette Ouais. décision. Mm. Ok. Bon, est-ce que maintenant tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité professionnelle actuelle? Oui, alors c'est varié. Euh, en gros, je partage mon temps professionnel entre la thérapie, donc les rendez-vous individuels Ouais. en sophrologie, en hypnose, en psychopraticienne avec le temps, avec la formation, donc au sein de l'EFDS, l'École française de sophrothérapie, dans laquelle je me suis formée et dans laquelle je suis maintenant formatrice. Et puis avec le monde du digital, parce que finalement, quand on est dans l'entrepreneuriat, si on met tous ses œufs dans le même panier, ça peut vite être compliqué. Le Covid l'a montré aussi avec
voilà, situation professionnelle Mm. qui a été un peu complexifiée. Et du coup, bah, j'ai ouvert aussi sur le digital, donc avec côté community manager et la web rédaction, donc entre autres des articles pour Maître Reconversion. Et tout ça, ça me permet de voir plusieurs profils aussi, de pouvoir évoluer. Je m'ennuie pas, c'est très varié au quotidien. Ok. Et par rapport aux autres activités que tu fais, tu nous as parlé de la sophrologie, de ta formation de sophrologue. Est-ce que pour les autres Ouais. activités, tu as dû faire des formations ou pas forcément? Oui, alors c'était des formations moins, comment dire, moins contraignantes parce que moins longues et moins Ok. chères financièrement. C'est vrai que la Ok. sophrologie et l'hypnose, ça reste les formations bah, les plus longues dans la durée et dans l'investissement financier, sachant que j'étais partie avec un salaire qui était tombé à zéro. Je suis passée par le crowdfunding pour pouvoir Ah, financer bah, les formations, le matériel qu'il me fallait pour démarrer. ok. Donc, ouais. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un peu plus sur justement comment tu as fait ce crowdfunding, etc. Oui, ben en fait, moi, quand je suis partie, donc mon DIF, d'ailleurs, je crois que à l'époque, c'était le DIF, c'était pas encore le CPF, Ouais. c'était un changement, mais bref, j'avais zéro dessus, mon salaire était passé à zéro. Donc, j'ai mis en place le crowdfunding sur une plateforme. Et à l'époque, mon projet était vraiment autour de la parentalité, puisque ça restait dans la lignée de ce que je faisais déjà et ce qui me semblait le plus logique. Et je m'attendais à voir finalement que des personnes de la famille qui participaient. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes que je ne connaissais pas du tout qui ont été séduites par le projet. Bon, ça m'a demandé de vraiment construire un projet complet, mais en même temps, ça me permettait d'avoir aussi une vision de là où j'allais, de pouvoir en parler aux gens. Donc, c'était intéressant aussi dans ma démarche professionnelle. Et bah, du coup, ça m'a permis de financer mes premières formations en portage, en massage. À l'époque, ben, il me fallait des tapis de sol, voilà, ce genre de choses pour démarrer. Et c'est encore des personnes avec lesquelles je suis en contact aujourd'hui et qui finalement n'ont jamais été directement des clients parce que ça correspondait pas, voilà, c'était pas des jeunes parents à Ouais. l'époque, c'était des personnes un peu plus âgées. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis de démarrer le financement de toute cette aventure-là. Ok, ah bah c'est un superbe exemple en tout cas du crowdfunding, tu vois. Mm. Et en fait, en pratique, tu crées donc ton projet sur une plateforme, enfin tu présentes ton projet sur Ouais, une plateforme et il y a des gens, même que tu ne connais pas, qui peuvent accéder à ce projet-là. C'est ça? c'est ça, et qui vont participer financièrement Ok, en échange de certaines choses. Donc ça peut être simplement un remerciement affiché quelque part, ça peut être quelque chose de plus organisé, un audio, voilà, des choses comme ça. Je j'arrive même ok, pas à me rappeler ce que j'avais mis à l'époque. ok. En tout cas, c'est hyper intéressant comme témoignage. Quelles sont pour toi, tu dirais, les compétences de sage-femme que tu as mobilisées pour ta reconversion? Alors, bah, comme je suis dans la thérapie, tout ce que j'ai pu apprendre sur le fonctionnement de l'être humain, c'est vrai, est utile là. Pour Ouais. le coup, j'ai des warnings qui s'éclairent peut-être un peu plus rapidement pour que les personnes qui n'ont pas eu cette expérience-là. Sur le fait ben, en sophrologie, en hypnose, de tous les accompagnements que je fais, la première séance d'anamnèse, Hmm. euh, je me sens beaucoup plus à l'aise naturellement parce que finalement, j'ai toujours fait ça. J'ai aussi des femmes enceintes qui viennent me voir et qui vont faire leur prépa à l'accouchement avec leur sage-femme et qui viennent en complément pour avoir des petits outils, du bien-être, des choses comme ça. Euh, donc c'est vrai que la connaissance de la femme enceinte m'aide encore plus Hmm. dans ces cas-là. Ok. Ouais, connaissance sur le fonctionnement du corps, notamment des femmes enceintes. Et puis aussi, tu disais peut-être cette aisance dans la relation humaine, dans le fait que tu as toujours C'est fait ça. ça, de recueillir Ouais. des anamnèses, Alors, etc. Enfin, tu as fait ça. l'aisance, elle a été très rapide par rapport aux femmes, ça, il n'y avait pas de souci. Ouais. Une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé avec la parentalité, au début, je travaillais beaucoup avec les femmes.
c'est que j'avais l'impression de pas du tout connaître le fonctionnement des hommes et presque en avoir peur. Et il a fallu que du coup je travaille sur moi à voir que bah, j'étais tout à fait capable et que quand on est dans l'adaptation, un homme, une femme, bah, on s'adapte en fait avant Ouais, de. Et donc au début, je travaillais plus avec les femmes. ok. Et puis, tu as mobilisé tes compétences, ton adaptabilité pour justement C'est ça. t'adapter au public masculin. Ouais. Et les formations aussi hein, Hmm. ont Pour aidé à aider. ça. Ok. Mm. Euh, pour toi, les difficultés d'une reconversion, ce serait quoi? C'est quoi les difficultés d'une reconversion et comment tu les as dépassées en tout cas de toi? Alors, dans l'aspect financement des formations, si on se lance dans une reconversion où on va avoir besoin de formations supplémentaires, c'est vrai que moi, ça a été le point où si c'était à refaire, je ferais autrement. Peut-être Ok. j'essaierais de financer avant ou de mettre de côté ou commencer à me former pour pouvoir prendre le relais. Alors que là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée un petit peu sans rien. Le fait aussi de passer d'un salaire à un chiffre d'affaires et puis à quelque Hmm. chose, ben, parce que j'ai choisi l'entrepreneuriat, hein, ce qui n'est pas le Ouais. cas de tout le monde. On peut se reconvertir en étant salarié, mais ben, chaque mois, il faut reconstruire et chaque mois, on repart de zéro. Et c'est pas toujours très sécure. C'est un peu Hmm. une sorte de défi. Le fait aussi de demander à être rémunéré pour ce que je faisais. Quand je travaillais, Ouais. moi j'étais à l'hôpital public, je prenais même pas la carte vitale, j'avais que la carte Hmm. d'identité des patientes. Là, quand j'ai des clients qui viennent, à la fin, il faut demander le tarif de la séance ou de la Hmm. prestation. C'est compliqué, c'est compliqué au démarrage et du coup, ça peut bloquer parce que bah, quand on n'ose pas ou on n'ose pas parler de soi, parler de ce qu'on fait, bah, on ne se fait pas connaître. Et si on ne se fait pas connaître, on n'a pas de clients. Et si on n'a pas de clients, on n'est pas payé à la Tout à fin du fait. mois. Ok. Et comment tu as dépassé justement ces freins ou ces difficultés que tu as pu rencontrer? Alors en utilisant bah, tous les outils que j'ai appris au cours de mes formations, Ok. déjà en les mettant en place, c'est vrai que ce sont des formations où on travaille sur soi forcément en même Hmm. temps. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis, à un moment donné, le fait aussi de se retrouver en face du mur où bah, il faut bien que ça fonctionne à un moment donné, donc il faut aller se surpasser. Et puis petit à petit, on se sécurise. Après, Hmm. je me suis fait accompagner aussi ben, en sophrologie, en hypnose pour réussir à dépasser tout ça. Ok. Oui, donc finalement, le fait de t'être retrouvé un petit peu au pied du mur parce que tu avais fait un truc un peu fou qui était de partir sans forcément te filer, ça a finalement pour toi été un moteur pour dépasser toutes tes Ouais. difficultés. Ok. Compliqué, compliqué quand même. Compliqué. Ok. Faut avouer, faut dire ce qui est, mais ça oblige à faire les choses finalement quand on n'a Hmm. plus le choix. Ok. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaiterait se reconvertir mais qui n'a pas osé encore franchir le cap? Ouais. Peut-être de prendre le temps d'étudier tout ce qui est possible, de voir Hmm. bah, qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus pour pouvoir s'orienter vers quelque chose qui va nous correspondre et pas évoluer vers quelque chose dans lequel on va pas se sentir bien encore. L'anticipation, parce que ça permet de voir quelle formation on va pouvoir faire, de voir comment on va pouvoir les financer. Ben, peut-être si on a besoin de changer de région, ce genre de choses. Il y a des fois des formations qui sont plutôt loin, même si maintenant beaucoup de choses se font en distanciel. Mhm. Et peut-être parce que j'ai pas fait à l'époque, parce que je savais pas que ça existait, parce que c'était moins Hmm. répandu, aussi moins connu, c'est de se faire accompagner, ben, comme Hmm. par maître de reconversion, ce genre de proposition, parce Hmm. que je pense que ça facilite grandement la transition. Ok. Bon, bah, merci en tout cas, Laurence, pour avoir répondu à toutes mes questions et avoir présenté ton parcours. Comment tu Avec souhaites plaisir. conclure cet entretien? Bah écoute, je simplement te remercier pour cet entretien et puis aussi pour cette collaboration sur Med Reconversion à travers les articles et puis bah, dire bonne chance à tous ceux qui suivent ce chemin-là de la reconversion et ouais, c'est un chemin parfois chaotique, mais en général quand on l'emprunte c'est pour aller vers du mieux donc ça vaut le coup.
Merci Laurence. Bonne journée à toi. Bonne journée.